OK, bonjour à tous dans le chat. Ici, on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de Terraform et les best practices de son utilisation en entreprise. Donc, en ce qui me concerne, qui suis-je? Je m'appelle Achille Monga. Je suis Cloud Architect DevOps, freelance depuis le début de cette année et aussi formateur. Euh, Ça fait déjà près de 8 ans que je suis dans le domaine de l'informatique et durant ces années-là, j'ai pu passer quelques certifications aussi euh, sur le cloud de GCP, particulièrement sur le cloud GCP et sur Terraform aussi, dont on va parler aujourd'hui. Je suis également développeur. J'ai pas mal fait du Node.js ces dernières années et du coup, j'ai également passé les différentes certifications liées à Node.js. Donc, en ce qui concerne le plan qu'on va suivre aujourd'hui pour parler de Terraform, en premier, on aura une petite introduction à l'IAC, pour savoir ce que c'est. Ensuite, on va parler de Terraform concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il permet de faire. Ensuite, on verra les principaux concepts qui sont liés à Terraform. Ensuite, on va parler des bonnes pratiques, de comment l'utiliser en production. Et ensuite, on se fera une petite démonstration de provisioning d'infrastructures sur AWS. Voilà pour ce qui est du plan de notre présentation aujourd'hui. Donc, on va sans plus tarder passer à l'introduction à l'IAC, savoir qu'est-ce que c'est que l'IAC. Donc, l'IAC pour infrastructure as code, en fait, c'est un moyen de manager les infrastructures, que ce soit cloud ou machine, sous forme de code, comme son nom l'indique, infrastructure as code. Généralement, quand on fait du cloud, euh, les cloud providers proposent ce qu'on appelle des consoles de management, qui sont des interfaces graphiques qui vont vous permettre de rapidement prendre en main ce cloud, le cloud associé, pouvoir rapidement faire des configurations. Mais lorsqu'on arrive à un moment où il faut répliquer ces configurations-là, on se rend compte que le point and click, qui est généralement utilisé dans les interfaces graphiques, est vite limité. Donc, il faut un moyen, en fait, de pouvoir codifier toutes ces configurations-là de façon textuelle. Et c'est de là que part l'IAC, Infrastructure as Code. Donc, avec l'IAC, on va pouvoir automatiser nos différentes configurations qu'on aurait fait manuellement via des fichiers comme du code. Et qui dit du code, dit des fichiers qu'on peut versionner dans un système de version control comme Git, avoir un repository distant avec nos fichiers d'infrastructure de code comme GitHub par exemple ou GitLab, peu importe l'outil que vous utilisez dans votre entreprise. Et qui dit également code, qui dit également repository, dit également qu'on peut mettre en place sur ce code-là des pipelines CI/CD pour automatiser, pour tester nos différents fichiers de configuration d'infrastructure. Et aussi, vu que notre infrastructure est maintenant codifiée, on peut mettre en place toutes les best practices de développement logiciel, c'est-à-dire revue de code, c'est-à-dire analyse statique pour valider s'il n'y a pas des erreurs de configuration, qu'il n'y a pas de failles de sécurité. Également, automatiser les déploiements de cette infrastructure-là. Donc, avec l'IAC, on a toutes les bonnes pratiques du développement logiciel qui est ramené en fait à la configuration d'infrastructure, vu que l'infrastructure est maintenant codifiée sous forme de code. Donc, voilà pour ce qui est de l'IAC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse répondre. Bon, maintenant, on va passer à ce que c'est que Terraform. Terraform, en fait, c'est aujourd'hui, je peux le dire sans doute, c'est le leader en ce qui concerne l'IAC en ce qui concerne l'IAC pour la configuration d'infrastructures cloud. Il est cloud agnostique, c'est-à-dire avec du Terraform, on peut facilement attaquer différents cloud providers et pas que les cloud providers.
avec du Terraform. On verra plus tard comment, grâce à ce qu'on appelle les providers, on est capable d'automatiser la configuration de différents environnements. Ça pourra être du GCP pour du Google Cloud, ça pourra être du Amazon, du Azure, ça pourra également être du Docker. Si on a un serveur Docker que l'on veut manager de façon propre, on peut utiliser Terraform pour le faire. Ça peut également être des serveurs de base de données. On peut décider en tant que DBA d'administrer son cluster de base de données via Terraform, par exemple. Et Terraform a cette particularité-là qu'il vient avec un petit langage de description. C'est juste de la description qui s'appelle le HCL, HashiCorp Query Language. HashiCorp, en fait, étant la société, en fait, qui est derrière ce produit Terraform. Et je vous invite également à aller sur le site de la société pour voir l'ensemble des outils qu'ils proposent dans l'écosystème DevOps. Et Terraform ce qu'il y a également de bien avec Terraform, c'est le fait que il est capable de gérer des grosses infrastructures grâce à la notion de state. On en reparlera plus tard quand on parlera de state. Et aussi, Terraform est facilement utilisable via un petit outil en command line qui s'appelle Terraform, du coup. Et on verra les différentes commandes à utiliser pour pouvoir, par exemple, appliquer une nouvelle infrastructure, déterminer les changements qui ont survenu sur notre architecture. Voilà pour ce qui est de Terraform. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois que Fabrice est en train de taper. OK. Bon, on va passer à la suite. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de Terraform, de le langage de description, le HCL. Il faut savoir que le HCL, en fait, c'est juste, c'est assez proche du JSON. Voici par exemple un exemple de syntaxe de configuration pour une instance EC2 sur AWS, pour une instance de machine virtuelle sur AWS. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est juste en fait c'est un bloc ressources avec des clés et des valeurs. C'est juste ça le HCL. C'est un langage très simple pour être pris en main. Pas besoin d'un mois ou de 3 mois pour se former sur ce langage-là. Il est très simple, il est très similaire à du JSON. C'est juste des blocs de ressources. On voit qu'il y a d'autres blocs. Et dans ces blocs-là, on décrit juste ces blocs-là avec des clés et des valeurs. Pour connaître les clés à utiliser, par exemple, pour décrire un bloc, il faudra automatiquement se référer à la documentation de la ressource sur le site de Terraform. Donc là, c'est un petit exemple d'une configuration d'une instance EC2 pour créer un nœud pour une base de données Cassandra. Donc, vous voyez là, il y a un ensemble de clés, de propriétés. Comme lorsqu'on fait du Terraform, on parle plutôt de propriétés, pas de clés. Donc, on a par exemple l'AMI pour définir l'image à utiliser pour construire notre VM. OK, il y a Fabrice qui a posé une question. Si je suis sur Azure, vaut-il mieux utiliser Bicep ou Terraform? Y a-t-il des limitations d'utiliser Terraform chez un provider particulier? Généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Terraform, il est agnostique des cloud providers. Tu peux aussi bien utiliser je crois que c'est le Deployment Manager sur Azure pour faire tes déploiements, ou tu peux utiliser Terraform. Ça dépend de toi et de ton équipe. Et les limitations, ça va dépendre surtout du provider qui est derrière, en fait. Parce que comme on dit que Terraform est agnostique du cloud provider, c'est grâce, en fait, à la notion de provider qui est derrière, qui est, en fait, le module qui va codifier, en fait, cette configuration-ci en call API vers ton cloud provider. Donc, c'est en fonction de la maturité de ton provider que tu pourras te lancer sur du Terraform. Mais aujourd'hui, par exemple, Azure et Terraform font bon ménage.
Et si tu veux faire, par exemple, du Azure, moi, je te conseillerais directement de passer sur Terraform parce que le provider Azure sur Terraform est très bien maintenu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, c'est ça la problématique avec Terraform. C'est si le provider n'a pas toutes les fonctionnalités, oui, tu peux avoir des soucis. Mais généralement, quand une feature sort sur Terraform, il y a également, ça fait 2 semaines pour que tu aies le provider à jour, généralement. C'est assez rapide. Là, par exemple, si sur le projet sur lequel sur un projet sur lequel j'ai eu à travailler récemment, le client était sur GCP et son infrastructure était terraformée. Et on voulait utiliser un nouveau service qui s'appelle Dataform, sachant que c'est un service qui était encore en preview. Le provider, par exemple, Terraform, n'avait pas encore la possibilité de configurer ces ressources-là. Mais c'était quand on a eu la discussion avec l'équipe sur Google qui gérait ce produit, ils nous ont dit que le développement du provider de la ressource Terraform était en cours de développement. Donc, c'est plus comme ça, en fait, que ça fonctionne. Donc, voici pour ce qui est de la configuration. Comme je l'ai dit, c'est assez simple. C'est juste des propriétés et des valeurs. Et pour savoir la liste des propriétés, se référer à la documentation. Bon, on va maintenant passer aux concepts principaux de Terraform. Là, c'est vrai que j'ai commencé à parler déjà de provider. On va maintenant s'appesantir sur cette notion-là. Les providers, en fait, ce sont des plugins qui vont vous permettre, en fait, de communiquer avec l'élément que vous voulez configurer. Donc, par exemple, si vous voulez configurer du Docker, vous devez aller sur le site de Terraform et regarder s'il n'y a pas un provider qui permet de manipuler du Docker, par exemple. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est lui, en fait, c'est ce plugin-là, généralement, c'est écrit en Go, ces plugins sont écrits en Go, qui vont, en fait, interpréter votre fichier de description et les transformer en call API et faire le call API à votre élément à configurer sous-jacent. Donc voilà, par exemple, ici, on peut voir la définition d'un provider. Là, c'est l'exemple de Google. C'est juste mettre le bloc de configuration provider spécifié. Le provider qu'on va utiliser, là, par exemple, c'est du Google. Également, dans le bloc Terraform, on peut également spécifier la version du provider utilisé. Donc, ces providers-là, comme je me l'ai dit, ce sont des outils, ce sont des logiciels et ils sont versionnés. Et en fait, en fonction des versions, il peut avoir des configurations qui sont supportées ou non. Donc, ça me permet également de passer au Terraform Registry cette fois-ci, qui va en fait contenir l'ensemble des. Si vous tapez si vous allez sur registry.terraform.io, vous allez voir en fait l'ensemble en fait de ces providers-là qui sont aujourd'hui supportés par Terraform. Et comme là, par exemple, sur les principaux cloud providers, il y a un provider qui permet de les configurer. Si vous voulez faire, par exemple, de la database, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a également des providers pour le faire. Et c'est ces éléments-ci, en fait, qui rendent Terraform puissant. Quand on dit que Terraform est agnostique, cloud agnostique, c'est grâce à ces éléments, ces providers-là. S'il y a un provider, on peut utiliser Terraform pour pouvoir configurer l'élément que l'on veut. J'ai également parlé de notion de state tout à l'heure. En fait, le state, c'est également super important sur Terraform parce qu'il faut savoir que Terraform est parmi les outils d'IAC, c'est un outil qui est stateful. Donc, ça veut dire que Terraform a besoin d'un state pour pouvoir gérer une infrastructure. Contrairement à des outils comme Ansible, qui sont plutôt des outils stateless. Donc, à un instant T, en fait, avec Terraform, on est capable, grâce au state, de savoir l'état de notre infrastructure. Ce qui n'est pas possible avec d'autres outils comme Chef ou bien Ansible. Et le state sur Terraform, c'est juste un fichier JSON dans lequel, en fait, vous avez la liste de toutes les ressources qui sont managées actuellement par Terraform. Et j'insiste là-dessus, la liste des ressources qui sont managées actuellement par Terraform. Donc, supposons que vous avez votre environnement cloud qui est sur Azure comme Fabrice.
Si par exemple, vous avez créé des ressources via Terraform et quelqu'un à côté s'amuse à aller faire des modifications manuelles sur l'infrastructure, à créer d'autres ressources, ces ressources-là ne seront pas vues par Terraform. Donc, ce n'est pas parce que l'infrastructure est managée par Terraform qu'on ne peut pas faire des opérations manuelles sur l'infrastructure. Et généralement, c'est déconseillé de faire ça parce que ça peut causer un drift de configuration. Donc, avec le state, ça va nous permettre en fait à Terraform d'être rapide dans l'application des changements survenus sur l'infrastructure. Donc, Terraform est capable en fait de faire des biseaux sur l'infrastructure et de ne faire que des petites modifications parce qu'il a en mémoire, dans son state, il a l'ensemble de l'état actuel de l'infrastructure. Et généralement, il est stocké dans un fichier qui va juste s'appeler terraform.state. Donc voilà pour ce qui est du state. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On va aussi parler de backend parce que quand on parle de state, automatiquement, on peut parler également de backend. Le backend, en fait, dans Terraform, c'est une notion pour spécifier en fait où sera stocké ce fichier. Comme je vous l'ai dit, ce fichier est super important, c'est le cœur de Terraform. Donc, il faut un moyen de le stocker de façon sécure. Et c'est grâce à la notion de backend. Donc, le backend va vous permettre en fait de dire à Terraform où sera stocké son fichier de state. Par défaut, ce fichier de state est stocké en local sur la machine qui exécute les commandes Terraform. Donc, avec le backend également, on va pouvoir travailler à plusieurs sur une même infrastructure. Puisque le state ne sera plus stocké en local sur la machine du DevOps, il sera stocké à distance. On pourra en fait travailler de façon collaborative sur une même infrastructure. Et aussi, sachant que c'est dans le state en fait que tout est stocké. Si par exemple, il y a des informations sensibles comme par exemple les mots de passe à des bases de données, ils seront stockés à distance et pas sur le PC du DevOps. Voilà pour ce qui est des backends. Si vous voulez retenir quelque chose, c'est que le state, c'est le fichier de stockage de l'état actuel de l'infrastructure. Le backend, c'est où sera stocké ce fichier. Et grâce à ce backend-là, on pourra faire du travail collaboratif facilement. Puis, vu que le state ne sera plus en local, juste sur la machine de l'un des DevOps. Là, par exemple, vous pouvez voir la définition d'un backend. Là, sur cet exemple, si on a pris un backend de type Google Cloud Storage, et il faut savoir que Terraform supporte un ensemble de backends. Et référez voir la documentation pour avoir cette liste de backends-là. Généralement, si vous travaillez, les principaux cloud providers ont des backends. Sur AWS, ça sera du bucket S3 qui pourra être utilisé comme backend ou du DynamoDB même, qui pourra être utilisé comme backend. Autre notion importante, les modules. Les modules, en fait, ça va nous permettre de commencer à créer des infrastructures un peu plus modulaires. Donc, vous voyez les modules, en fait, comme si c'était des fonctions, comme dans les langages de programmation classiques. Donc, les modules vont vous permettre de créer des blocs de configuration qui pourront être réutilisés plus tard. Et ce qui est également génial avec Terraform, c'est que avec Terraform aujourd'hui, vous pouvez rapidement construire des infrastructures assez solides en se servant des modules qui ont déjà été construits par certains membres de la communauté. Et vous allez trouver tous ces modules-là sur le registre Terraform. Ça, c'est également l'une des forces de Terraform parce qu'il y a des modules qui ont déjà été développés, qui ont déjà été testés et que vous pouvez facilement réutiliser dans vos configurations à vous. Donc, vous voyez les modules un peu comme, par exemple, si vous faites du Node.js comme moi, généralement, quand on fait du Node.js, on utilise des packages NPM. Vous pouvez voir les modules comme des packages NPM que vous pouvez rajouter dans votre infrastructure pour aller plus vite dans vos développements. Donc, lorsqu'on parle de modules, on parle également d'input variable. Les variables, les input variables, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'avoir un module customisable, en fait. Ça va vous permettre d'avoir une configuration customisable. Ces variables-là peuvent être de plusieurs types, sachant que sur Terraform, on a deux types.
on a des variables qui peuvent être de type primitive ou des collections. Et aussi, pour la façon dont sont déclarées ces variables-là, vous pouvez les définir dans des fichiers de type avec l'extension .tf-var.json, où vous pouvez les définir via des variables d'environnement en précédant le nom de la variable par le préfixe tf_var, par exemple. Donc, vous voyez, les inputs variables, ce sont les variables d'entrée d'une fonction. Pareil, si on fait une analogie avec le langage de programmation. Et du coup, on va parler des variables de sortie. Pareil, faites toujours l'analogie avec des fonctions en informatique, en langage de programmation. Ce sont les variables, les valeurs de sortie une fois que l'exécution de votre module sera effectuée. C'est juste ça. Autre chose également importante lorsqu'on parle de modules, on va parler des local values. En fait, les local values vont vous permettre de définir des constantes qui seront utilisées dans votre code. Donc, je fais toujours l'analogie avec de la programmation. Donc, local values, ce sont des constantes qui vont être utilisées dans votre code. Et également, une autre notion importante quand on parle de Terraform, c'est la notion de workspace. En fait, les workspaces vont vous permettre de pouvoir gérer tout ce qui est environnement avec un seul fichier de configuration. Donc, vous allez avoir votre configuration et vous voulez que cette configuration-là soit appliquée dans l'environnement de développement, dans l'environnement de staging et dans l'environnement de production. Vous pouvez vous servir des workspaces pour le faire. Donc, vous allez vous créer un workspace développement. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que derrière, Terraform va créer plusieurs fichiers de state. En fonction de chaque workspace, Terraform crée un fichier de state où il stocke ses configurations. Donc, c'est juste ça, à partir d'une même configuration, avoir plusieurs fichiers de state. Et généralement, comme je le disais, on utilise ces workspaces-là pour créer avec l'analogie, avec les différents environnements de déploiement. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir, pour créer un workspace, on va faire la commande Terraform workspace new et on met le nom du workspace. Là, par exemple, c'est pour créer un environnement de développement. Et sachant que par défaut, il y a le workspace default qui existe par défaut, qui est celui qui est utilisé par défaut lorsqu'aucun workspace n'est spécifié. Autre notion importante du Terraform, ce sont les provisionneurs. Les provisionneurs, en fait, ce sont les éléments qui vont nous permettre de pouvoir exécuter des commandes à la création ou à la destruction d'une ressource qui est managée par Terraform. Donc, par exemple, on peut avoir le besoin, par exemple, d'installer un logiciel une fois que une machine est créée. On peut se servir de cette notion de provisionneur pour le faire. Mais c'est vraiment une notion, si vous allez dans la documentation de Terraform, ils vous disent en fait que c'est une notion à utiliser avec parcimonie parce que généralement, Terraform n'est pas capable de manager en fait l'état n'est pas capable de savoir quel est l'état des logiciels qui sont en train actuellement de tourner sur la machine en fait. Généralement, on va vous préconiser d'utiliser un autre outil, cette fois-ci de configuration as code, comme Ansible, pour pouvoir configurer en fait vos machines, par exemple, si vous déployez des machines. Par exemple, si vous voulez gérer un cluster Kubernetes, par exemple, l'installation de Kubernetes dans les différentes machines et l'installation des différents éléments qui constituent votre cluster, vous devrez potentiellement le faire avec un outil comme Ansible pour avoir une chaîne de déploiement fiable. Donc voilà, pour ce qui est des provisionneurs, ça permet d'exécuter des commandes en fait une fois qu'une ressource est créée ou détruite. Sachant que ces commandes-là peuvent s'exécuter sur la machine qui a lancé la commande Terraform. Là, on va parler de remote exec ou
de local exec ou directement sur la machine qui vient d'être provisionnée. Et là, on va parler de remote exec. Sachant que lorsqu'on commence à faire du remote exec, il faut généralement dire à Terraform comment il va faire pour se connecter à la machine qui vient d'être provisionnée, si c'est une machine, bien sûr. Donc, là, vous aurez le bloc connexion qui va, par exemple, vous indiquer à Terraform comment se connecter à la machine distante qui vient d'être créée. Sachant que Terraform aujourd'hui supporte le SSH et le WinRM comme protocole. SSH pour se connecter sur les machines qui font du Linux et WinRM pour des machines ici qui font du Windows. Donc maintenant, là, on a vu les notions principales liées à Terraform. Comme vous l'avez vu, Terraform n'est pas très complexe. Il y a quelques notions clés à connaître, les modules, le state, les ressources, comment on décrit les ressources et c'est tout. Alors, quand vous avez déjà ces notions-là, vous pouvez commencer à faire du Terraform, vous pouvez commencer à décrire votre infrastructure et provisionner votre infrastructure via Terraform. Maintenant, on va s'appesantir sur les bonnes pratiques, comment utiliser Terraform en production. Déjà, pour utiliser Terraform de façon professionnelle, je dirais, il faut suivre un workflow de développement. Donc, une fois que vous avez écrit votre code d'infrastructure, la première chose à faire, c'est la commande Terraform FMT. Cette commande-là va vous permettre en fait de formater votre code. Il faut le voir comme un linter pour ceux qui font du dev. Ça va vous permettre de linter le code, de bien gérer les indentations automatiquement. Et rajouter, par exemple, si vous êtes sur un dossier sur lequel il y a des sous-dossiers, vous pouvez rajouter l'option moins récursive pour dire j'ai le linting dans tous les dossiers et sous-dossiers du projet. Ensuite, il y a la commande Terraform validate qui va vous permettre en fait de valider syntaxiquement si votre code d'infrastructure est correct. Donc, par exemple, si vous n'avez pas oublié des doubles codes sur des chaînes de caractères, ce genre de choses, est-ce que vous avez bien nommé les ressources? Est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur lors du naming de ressources? Avec cette commande-là, le développeur, le DevOps qui produit son code peut valider déjà est-ce que son code est correct. Ensuite, il y a la commande Terraform init qui est super importante, qui va vous permettre en fait d'initialiser votre dossier comme un dossier de projet Terraform. Et cette commande Terraform init là fait plein de choses en arrière-plan. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va initialiser les backends, installer les différents providers installer le provider qui est utilisé. Donc, littéralement, aller télécharger. Par exemple, si vous faites du AWS, la commande Terraform init en arrière-plan va aller télécharger le binaire du provider et le mettre sur votre poste de travail. Et aussi, ça va permettre d'initialiser tout ce qui est les modules que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez des modules distants, il va aller les rapatrier. Si vous utilisez des modules locaux, il va créer des liens symboliques pour pouvoir accéder à ces modules-là au code de ces différents modules. Donc ça, c'est super important, la commande Terraform init. Ensuite, ça sera la commande Terraform plan qui va permettre en fait de déterminer les différentes ressources qui vont être impactées par votre code d'infrastructure. Donc, on le verra tout à l'heure. Avec cette commande-là, Terraform, ce qui est super avec Terraform, il va vous afficher en fait les différentes commandes, les différentes ressources qui sont susceptibles d'être créées, modifiées et détruites. Et c'est à ce moment-là où le DevOps, le DevOps doit faire super attention. S'il y a déjà une infrastructure existante, c'est de valider est-ce que mon infrastructure, ce nouveau code d'infrastructure ne détruit pas des ressources qui sont importantes. Donc, toujours bien regarder le fichier de planification qui est généré par Terraform pour s'assurer que ce que l'on veut faire est correct. Et une fois qu'on est d'accord avec le plan que Terraform a construit pour nous, on peut utiliser la commande Terraform apply pour maintenant réellement créer ces différentes ressources que l'on aura décrites dans notre fichier de configuration.
Donc là, dans l'exemple, j'ai fait un Terraform apply plan.out parce que, en fait, dans la commande plan tout à l'heure, j'ai redirigé sa sortie dans un fichier de planification. Et vous pouvez également utiliser Terraform Console pour, si vous voulez évaluer des commandes un peu plus complexes. Par exemple, si vous voulez créer des chaînes de caractères qui dépendent de valeurs dynamiques, vous pouvez utiliser la commande Terraform Console qui va vous ouvrir en fait un éditeur en ligne dans lequel vous pourrez tester votre code Terraform. Donc ça, c'est le workflow de développement que le DevOps ou le développeur doit utiliser lorsqu'il veut commencer à réaliser du code d'infrastructure. Et aussi, ce qui est aussi important, c'est de debug quand vous faites du Terraform. Par exemple, quand vous allez travailler, vous allez voir comme parfois des Terraform plans causent des erreurs. Et il va falloir débugger ces erreurs-là. Et pour le faire de façon propre, généralement, il faudra que vous spécifiez en fait un niveau de verbosité pour Terraform. Et ceci se fait en déclarant juste une variable d'environnement. Par exemple, si vous êtes sur du Linux, vous allez faire un export tflog, la variable tflog, comme marqué là, dans le slide, et vous allez lui spécifier en fait un niveau de verbosité qui peut aller de trace jusqu'à error. Donc, généralement, quand vous allez mettre trace, vous allez avoir plein d'infos, vous allez avoir tous ces calls API là que le provider va faire, vous allez voir en fait les logs de ces traces là, et ça peut également vous permettre de comprendre le fonctionnement interne d'un provider. Donc ça, c'est super important lorsqu'on commence à avoir des erreurs, on commence à voir pourquoi le plan ne fonctionne pas, pourquoi on n'arrive pas à avoir une commande plan, Terraform plan qui aboutit, c'est activer les logs. Donc, vous déclarez juste, par exemple, vous faites un export tflog égale à trace pour avoir toute la trace d'exécution de votre commande plan, par exemple. Et aussi, vous allez le voir si un jour vous activez des logs. Il y a beaucoup, Terraform crache beaucoup de logs si vous mettez par exemple à un niveau trace. Il peut également être important de rediriger ces logs-là dans un fichier pour pouvoir faire des recherches facilement dessus. Donc, et pour définir le fichier dans lequel ces logs seront redirigés, vous pouvez utiliser la commande tflogpath qui va vous permettre en fait de pouvoir spécifier le fichier vers lequel les logs Terraform seront écrits. Ça, c'est également super important quand on veut faire du debug. Donc voilà pour ce qui est du workflow du développement euh, quand on fait du Terraform. Également, si on veut faire du multi-déploiement, c'est mettre en place ce qu'on appelle des alias. Donc généralement, quand vous déclarez un provider, si vous faites du cloud, il sera lié à une région bien précise. C'est le cas sur AWS, sur GCP, et je pense également sur Azure. Si vous voulez faire, par exemple, du déploiement sur plusieurs régions, il va vous falloir, en fait, créer ce qu'on appelle des alias sur vos providers pour que, en fait, d'autres codes puissent déployer sur différentes régions. Donc, sur cet exemple-ci, par exemple, on veut déployer sur notre, on veut créer un VPC, Virtual Private Cloud, AWS, dans deux régions, Donc, ce qu'on a fait là, par exemple, c'est qu'on a créé d'abord, on a défini notre premier provider. On a dit AWS, on a dit qu'il sera sur la région US Est 1. Ensuite, on va remettre un bloc provider, mais cette fois-ci, on a bien mis l'alias pour dire que cette fois-ci, on sera sur une autre région. Donc, grâce à cet alias, on est capable d'avoir deux blocs provider AWS dans un même fichier de configuration. Et ensuite, maintenant, pour référencer juste si on veut créer par exemple une instance dans la région ouest, on va juste bien spécifier le provider à utiliser pour cette ressource-là, avec l'alias grâce à l'alias qu'on a mis lors de la définition du provider. Donc voilà, si on veut faire du déploiement multi-région, voilà comment on peut le faire grâce à la notion d'alias. Autre élément important aussi, lorsqu'on va faire du Terraform, parfois, et c'est même généralement, quand on commence un projet, la plupart du temps, on ne part pas directement en mode IAC. On va d'abord faire des premières configurations manuellement
Et après, on va se dire, bon, si on veut avoir plusieurs environnements, il va falloir qu'on puisse répliquer cette configuration-là. Et là, on décide d'utiliser Terraform. Donc, il faut un moyen, en fait, de pouvoir amener, en fait, ces ressources qui étaient déjà créées manuellement sous le scope, sous la gouvernance de Terraform. Et ça, on va le faire grâce à la commande Terraform import. Et pour faire, en fait, de l'importation de ressources existantes de Terraform, il y a un ensemble d'étapes à suivre. Donc, la première chose à faire, c'est déjà définir cette ressource-là dans notre fichier de configuration. Ensuite, faire un Terraform import pour importer la ressource sous la gouvernance de Terraform. Dans la commande Terraform import, généralement, on va spécifier la ressource à importer, donc la ressource qu'on aura définie dans notre fichier de configuration. Et on va spécifier l'ID de cette ressource-là, l'ID qui provient généralement du cloud provider pour pouvoir amener cette ressource-là sous le contrôle de Terraform. Et ensuite, on va pouvoir mettre à jour la configuration qu'on aura écrite avec, par exemple, la commande Terraform show qui va nous permettre de voir comment est décrite cette ressource-là. Et avec cette commande-là, on pourra en fait récupérer certains blocs de configuration et les rajouter à notre fichier de configuration. Il y a également des outils qui nous permettent de facilement faire ces imports-là d'infrastructures préexistantes, comme Terraformer, qui est un outil en fait qui va vous permettre de pouvoir facilement, sur une infrastructure existante, de pouvoir la mettre sous la gouvernance de Terraform. Et autre best practice lorsqu'on fait du Terraform, bien évidemment, comme je l'ai dit tout au début de la présentation, vu que c'est du code, on peut mettre en place toutes les bonnes pratiques de développement logiciel dessus. Donc, mettre en place des process CI/CD sur notre code d'infrastructure. Et pour le faire, il faudra absolument mettre en place du remote backend, parce que qui dit le code cette fois-ci ne sera plus, l'infrastructure ne sera plus cette fois-ci apply depuis la machine du développeur. Il sera apply dans un serveur distant qui est managé pour faire de la CI/CD. Il faudra automatiquement donc avoir notre state à distance, pas sur la machine qui exécute les différentes commandes Terraform. Et par exemple, si vous faites du GitLab, si vous hostez votre code sur GitLab, aujourd'hui, nativement, en fait, GitLab propose un service pour pouvoir stocker son state. Donc, pouvoir garder son state toujours sous GitLab. Mais la plupart du temps, on va le stocker sur du cloud storage, du bucket, si on fait du GCP, ou on va le stocker sur du Azure Blob Storage, si on fait du Azure, ou sur du Amazon S3, si on fait du Amazon. Et généralement aussi, si on a mis en place un process CI/CD et si on a des feature branches, si on a un Git flow qui a des feature branches, généralement, il faudrait que lorsque un développeur pousse une branch feature dans laquelle il y a du code Terraform, qu'on exécute automatiquement la commande Terraform validée dessus. Et aussi cette notion de partial configuration là, pour configurer les backends, qui consiste en fait à pouvoir passer les informations de configuration du backend depuis la ligne de commande. Ça va nous permettre en fait de pouvoir facilement targeter plusieurs environnements. Donc, généralement, quand on va mettre en place une CI/CD, c'est pour pouvoir à la fin targeter un environnement de dev, de staging et de prod. Et sachant que pour ces différents environnements-là, les backends vont forcément changer. Les backends les fichiers de state seront différents. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la partial configuration de backend pour pouvoir les adresser facilement via ligne de commande, pour pouvoir configurer notre backend via des lignes de commande. Et aussi, on peut mettre en place des outils comme Checkov qui vont nous permettre en fait de faire de l'analyse
syntaxique de code Terraform pour pouvoir en fait déceler des mauvaises pratiques sur le code qui a été développé. Il y a des outils également comme Terraform Cloud avec Sentinel qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la policy as code. Donc, par exemple, dans votre organisation, vous pouvez dire, si vous êtes sur du, disons, sur du EC, sur du Amazon, vous pouvez vous dire, je ne veux pas qu'un développeur puisse être capable de créer une machine de type E de l'âge, donc une machine avec de grosses ressources. Donc, vous pouvez mettre en place toute cette policies-là d'infrastructure. Par exemple, il est interdit, par exemple, d'avoir que mes machines aient une IP publique, par exemple. Vous pouvez décrire ces policies-là et, faire en sorte qu'au moment avant le déploiement, s'assurer en fait que de votre infrastructure, s'assurer qu'elle respecte toutes ces policies-là. Donc, ce sont les éléments à mettre en place quand on veut aller plus loin, quand on veut être plus secure dans le développement de notre infrastructure. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. OK, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Là, on va passer à une petite démo où, en quoi va consister cette démo? En fait, cette démo-là va consister en le déploiement d'une instance EC2 sur AWS et on va pouvoir décortiquer en fait ce flow dont je parlais de développement d'infrastructure là. On aura un code d'infrastructure, on va appliquer la commande Terraform init, vous allez voir comment ça se passe concrètement. Ensuite, avec la commande Terraform plan, on va pouvoir décortiquer qu'est-ce qui se passe vraiment et on va faire un Terraform apply pour construire réellement notre infrastructure. Ensuite, on va faire une modification sur l'infrastructure et on verra en fait quelle est la répercussion qui sera faite à cause de cette modification qu'on aura fait sur notre code. Donc, on va passer à la démo, s'il n'y a pas de questions. Je vais partager mon écran. Là, j'ai préparé déjà un code de Terraform. Attendez, j'arrive là. Et je vais vous expliquer rapidement. C'est un code très simple. OK. Donc là, je suis sur mon éditeur Visual Studio Code et dans lequel j'ai préparé en fait un code Terraform qui va nous permettre de déployer facilement une instance EC2 sur Amazon AWS. Donc, généralement, comme bonne pratique encore, c'est que lorsque vous allez créer votre fichier vos fichiers d'infrastructure, il faudrait toujours qu'il y ait un fichier version.tf à la racine qui va vous permettre en fait d'écrire les versions, de fixer les versions de vos providers à utiliser. Donc, par exemple, sur cet exemple-ci, je vais utiliser AWS, le provider AWS à la version 4.0 au minimum pour que ce code puisse fonctionner. Donc également avoir un fichier provider ici, .tf, qui décrit le provider. Là, par exemple, on est sur, je vais utiliser AWS, je fixe la région à US Est 1, par exemple. Ça, par exemple, j'aurais pu le mettre sous forme de variable, mais vu que c'était juste un simple exemple, je ne l'ai pas fait. Ou également le passer via la ligne de commande en utilisant la partial configuration. Donc ici, je me suis créé des modules. On a parlé tout à l'heure de modules pour avoir de la réutilisabilité de code. Donc là, par exemple, je me suis créé un module EC2 ici qui va me permettre de créer mon instance de machine virtuelle. Et nomenclature des modules, généralement, dans un module, il faut au minimum ces 3 fichiers-ci. Le fichier main.tf qui va contenir en fait le code source de votre module, qui représente vraiment le cœur de votre module. Un fichier output.tf qui va en fait contenir toutes les variables de sortie de votre module et un fichier variable qui va contenir toutes les variables d'entrée de votre module. Donc, par exemple, ici, j'ai défini un ensemble de variables. Et voilà comment on les définit sur Terraform.
Donc, la variable aura un type et une description et potentiellement une valeur par défaut. Par exemple, sur cette variable, si j'ai créé une valeur, je lui ai donné la valeur par défaut T2 micro, comme pour dire que si cette variable n'est pas définie au Terraform, cette variable n'est pas définie par l'utilisateur, elle prendra la valeur par défaut T2 micro, par exemple, comme type d'instance. Donc là, voici, j'ai un autre ensemble de variables là que j'ai définies qui sont la plupart des chaînes de caractères. Ensuite, dans mon fichier main, je voulais vous montrer également cet élément-ci dont je n'ai pas parlé. C'est l'élément data, en fait. Data, c'est une ressource particulière sur Terraform qui va vous permettre cette fois-ci non plus de créer des ressources ou de manager des ressources, mais d'aller lire des informations distantes sur le cloud provider ou sur l'élément à configurer. Donc, data, en fait, va vous permettre d'aller faire de la lecture sur votre cloud provider, la lecture de configuration. Donc, par exemple, là, je me sers de l'élément data, en fait, pour aller déterminer ce qu'on appelle l'AMI sur AWS ou Amazon Machine Image, pour aller déterminer l'AMI à utiliser pour créer ça me permet de déterminer, déterminer l'ID en fait de l'image à utiliser pour construire mon EC2, mon instance EC2. Et pour voir les listes des data qui sont possibles pour un provider, toujours se référer à la documentation. Et un point important, c'est Terraform, il faudra toujours l'utiliser avec la documentation à côté. La documentation, vu la complexité, pas la complexité, mais le nombre de ressources et les différentes propriétés associées à une ressource, vous ne pouvez pas retenir ces informations. Donc, si vous voulez configurer un élément, référez-vous à la documentation pour voir comment cet élément se configure. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour ce bloc data-ci. Je me suis juste servi de la documentation du bloc data AWS AMI et je l'ai juste rempli en fonction de ce que je voulais faire. Donc, il y a cet élément-là que je voulais vous montrer dans ce code-ci. Là, par exemple, voici la création de mon instance EC2. J'ai le mot-clé ressource ici. J'ai le type de ma ressource ici, qui s'appelle AWS Instance, et j'ai le nom de ma ressource. Là, je l'ai appelé Web EC2, par exemple. Donc, là, par exemple, il y a la propriété AMI. Donc, comme je disais, c'est l'ID de l'image que je vais utiliser pour construire mon EC2. Donc là, par exemple, je fais data.awsami.ami Amazon Linux.id. Donc, c'est une notation pointée. C'est pour ça que je dis que c'est similaire à du JSON, en fait. Pour accéder à un élément, on utilise la notation pointée. Donc, data ici, ça représente le type de la ressource .awsami, le nom de ma ressource. Donc, c'est ce qui est ici, en fait. Là, en fait, je fais la référence à je fais référence, en fait, à ce bloc de code ici. Donc, là, j'ai dit data.awsami.amazon Linux, qui est bien le nom de la ressource de mon bloc data ici, et .id. Donc, ici, ce que Terraform va faire, et ce que je voulais pas aussi dire tout à l'heure, c'est que Terraform, automatiquement, en fait, il ne va pas se baser, en fait, il ne va pas gérer la création de vos ressources de haut en bas dans la définition de votre fichier. Automatiquement, en fait, il saura quelles ressources il doit créer avant. Donc, automatiquement, derrière, il va se faire un graphe acyclique qui va lui déterminer, en fait, quelles ressources créer l'une avant l'autre. Donc ici, vu que cette ressource-ci dépend à une propriété qui dépend d'une ressource précédente, dans le graphe de Terraform, il saura en fait qu'il faudrait qu'il aille d'abord gérer cette ressource data-ci avant de passer à la création de mon instance ici. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous définissez vos ressources, automatiquement, en fonction de comment vous avez défini vos ressources, il saura quelle ressource créer avant l'autre. Donc ici, là, c'est la description de mon instance EC2, assez simplement. Et là, j'ai un output qui va me permettre en fait de pouvoir
une fois que ce module sera exécuté, en sortie, en fait, il va me donner l'ID de la machine qui a été créée. Donc, j'ai plusieurs modules, je ne vais pas m'attarder sur ces différents modules-là, mais j'ai un module EBS ici qui va me permettre en fait de créer le disque dur de ma machine, par exemple. Assez simplement, j'ai une variable en entrée, j'ai les différentes variables de mon module ici, et je n'ai pas spécifié d'output pour ce module. Et si on revient à mon fichier principal, ici, comment je fais référence à ces différents modules-là? C'est avec le mot-clé module. Et là, je donne le nom à mon module. Et ce qui est important, c'est cette propriété source qui va permettre en fait à Terraform de savoir où aller chercher le code source du module. Là, vu que mes modules sont en local, je spécifie juste en fait le chemin d'accès relatif à mon module. Ces modules peuvent être pris sur Internet et là, vous allez spécifier le chemin d'accès au, au module. Et généralement, pour pouvoir avoir ce chemin d'accès-là, référez-vous à la documentation du module que vous voulez utiliser. Donc voilà un peu, grosso modo, rapidement, une infrastructure. Donc là, j'utilise mes différents modules ici. Et là, j'ai déclaré également une locale pour une constante pour le nom de mon pour une locale qui va s'appeler env pour spécifier que je suis bien en environnement de développement ici. Donc là, on va rapidement passer aux commandes Terraform. Donc la première chose, comme je vous disais, c'est faire un Terraform init pour initialiser. Là, il initialise les modules, il initialise les backends. Attendez, je vais agrandir ça. Donc je vais rappeler la commande. Donc là, vous pouvez le voir, il a initialisé les modules, il a initialisé le backend, il a initialisé les plugins aussi. Donc là, c'est terminé. Si je fais un Terraform validate, déjà FMT pour voir si, pour formater mon code, je vais mettre l'option moins récursive pour dire qu'il aille chercher, qu'il aille faire tous les dossiers. Donc là, par exemple, il a modifié mon fichier main.tf. Donc avec la commande Terraform, je vais faire la commande Terraform validate pour valider que mon code est bien correct syntaxiquement. Donc, il prend un peu de temps, il me dit la configuration est valide. Donc, là, maintenant, on va faire Terraform plan. Et on va dire qu'on met le plan dans un fichier qui va s'appeler tf.plan. Donc là, c'est la commande qui va maintenant aller discuter avec le cloud provider à distance et voir en fait quels sont les éléments qu'il doit faire. Donc là, par exemple, on peut voir ici, il nous dit il a 6 éléments à ajouter, 0 à changer et 0 à détruire. Donc là, c'est vraiment ça qui fait la force de Terraform. En fait, grâce à la planification et au state, il sait en fait les éléments, il va savoir en fait les éléments qu'il doit créer ou mettre à jour ou détruire. Donc là, on peut voir les différentes ressources qui seront créées. Ici, donc généralement, au tout début, ici, il nous dit que plus correspond à create en fait. Tout à l'heure, on fera également une démo pour voir pour la destruction. Donc là, je vais rapidement faire un Terraform apply pour appliquer ce plan-là. Donc là, ça va prendre un peu de temps pour la création des différents éléments qu'on a décrits dans notre infrastructure. Donc là, il est en train de créer. Si on avait activé les logs, vous allez voir qu'il est en train de faire en fait des calls API pour la création de ces différentes ressources-là. Donc là, ici, je vais vous montrer. Là, on est sur la console AWS. Là, il nous dit terminé, ressources, 6 ressources ajoutées, 0 changées, 0 détruites. Là, on va aller sur AWS pour voir qu'est-ce qui a été fait.
Donc là, si je réactualise. Donc là, on peut voir mon instance qui vient d'être créée ici. Et on peut bien voir la date de création ici qui vient à 13h57. Donc voilà, là, je me suis créé une instance sur laquelle j'ai attaché une adresse IP publique. Donc là, on va rapidement faire une modification à notre fichier de description. Par exemple, changeons cette variable-ci, mettons staging voir, et faisons un plan pour voir qu'est-ce que cela va impliquer sur notre infrastructure. Donc, si on refait un Terraform plan, donc là, il est en train de voir. Et du coup, il nous dit là qu'il y aura 4 éléments à changer. Et il nous montre ce qui va changer en fait. Donc, il nous dit le tag va passer de dev à staging, vu que c'était une variable qui permettait de faire de taguer nos ressources. Vous voyez là, il nous dit update in place. Donc, il faut savoir également sur Terraform, il y a deux types d'update. Il y a l'update in place, ça veut dire que la ressource ne sera pas détruite. Et il y a l'update destroy and recreate. Et généralement, il faudrait faire super attention avec cette update qui détruit la ressource et la recrée pour ne pas le faire sur des ressources importantes en production, par exemple. Donc là, ici, il nous montre les modifications qui vont être apportées à notre infrastructure. Ça sera juste le changement de tag. Donc, je vais rapidement appliquer cette modification-là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? OK, là, il nous a bien appliqué le tag. Et ici, on va rapidement voir sur, sur la console Amazon ici, ce qu'on a fait. Où est-ce qu'on peut voir les tags? OK, ici. On peut voir là que le tag est bien passé à staging ici. Donc, voilà. Et dernière commande que je voulais vous montrer, vu que tout est géré par le state, on peut facilement détruire notre infrastructure avec un Terraform Destroy. Donc, avec le Terraform Destroy, on pourra détruire notre infrastructure. Donc, voilà pour ce que je voulais vous présenter sur Terraform. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit de m'envoyer un message sur LinkedIn. Donc là, je vais faire Merci beaucoup, yes. Achille. Je vais mettre, du coup, je vais profiter pour mettre ton LinkedIn dans le chat. Attendons du coup la fin de la démo. Donc là, c'est la description des différentes ressources. Ça va prendre un peu de temps. Mais normalement, tout ce qu'on a décrit dans le fichier, dans notre fichier d'infrastructure, sera détruit. Voilà, voilà. Parfait, génial. Ben, merci beaucoup. Comme je suis en train d'écrire là, du coup, dans le chat, le replay sera envoyé à toutes les personnes, à tous les participants. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient inscrits. Comme vous le savez, du coup, si vous avez envie de faire un talk, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci Ronan. Merci beaucoup pour votre participation. Et oui, du coup, merci beaucoup Achille pour ton temps. J'espère qu'on pourra se retrouver potentiellement dans un des prochains événements qu'on va faire soit à Lyon, soit à Paris. Et voilà, de toute manière, on reste en contact. Et voilà, je pense pas qu'il y ait de questions. Donc, on va mettre fin au webinaire. Merci à tous. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.